Au mariage de ma sœur, j'ai trouvé ma place à l'extérieur, à côté des poubelles. Elle a souri d'un air suffisant, je suppose que tu ne comptes pas. J'ai pris mon cadeau, me suis levé et suis sorti sans un mot. Quelques minutes plus tard. Elle est devenue pâle et a crié. Je m'appelle Belae. J'ai 29 ans. Je vis à Boston et je travaille dans le marketing. Ils ont dit que c'était juste une erreur dans le plan de table, mais je savais mieux. On ne peut effacer quelqu'un si longtemps avant que la vérité ne refasse surface. Le trajet jusqu'au mariage dans le Vermont a duré 4 heures. 4 heures à me dire d'être positive. 4 heures à m'entraîner à sourire dans le rétroviseur. Peut-être que cette fois, ce sera différent. C'était la même stupide espérance que j'avais. Toujours, et elle me laissait toujours tomber. Le lieu était magnifique. Un immense lodge rustique surplombant un lac qui ressemblait à du verre. Chloé avait toujours le meilleur. L'air était froid et sentait le pain. J'ai resserré mon manteau. J'avais dépensé trop d'argent pour ma robe couleur vin, essayant de paraître à ma place. Je suis entré dans le hall. Il faisait chaud, rempli de cheminées et de fleurs. Une jeune femme avec un bloc-notes et un casque m'a souri. Bienvenue. Votre nom, s'il vous plaît. Belae, ai-je dit. C'est. Yeux ont scanné la liste. Elle a souri poliment, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Ah, oui, monsieur est. Par ici. Elle m'a éloigné de la grande entrée de la salle de bal où j'entendais de la musique et des rires. Elle m'a conduite le long d'un couloir moquetté sans fenêtre. C'était le couloir de service, celui qui sentait la cire de sol et la vieille nourriture. Nous sommes arrêtés. Là, à côté d'une machine à glaçons bourdonnante et d'une double porte menant à la cuisine, se trouvait une seule petite table ronde. Elle était recouverte d'une nappe blanche, mais elle n'était pas de la bonne taille. Elle était trop courte. Mais avant que je ne vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous et laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Sur la table, il y avait un seul porte-nom. Belae. Belae, table 2. Couloir, par ici, a dit la coordinatrice, sa voix brillante et fausse. Je l'ai fixée. Je pensais qu'elle plaisantait. Mon visage a dû le montrer parce que son sourire s'est tendu. Y a-t-il un problème? A-t-elle demandé. Je pense qu'il y a une erreur, ai-je dit. Ma voix semblait petite. Je suis la sœur de la mariée. Son visage n'a pas changé. C'est là qu'ils vous ont sur le plan. Si vous voulez bien m'excuser, je dois placer les autres invités. Elle ne plaisantait pas. Elle s'est éloignée, ses pas disparaissant sur la moquette. Je suis resté là 1 minute entière. Les portes de la cuisine se sont ouvertes en grand et un serveur portant un plateau de champagne est passé en courant, me renversant presque. Attention, a-t-il marmonné. Mes mains tremblaient. J'ai lentement tiré l'unique chaise. C'était une chaise pliante en métal, pas comme les belles chaises en bois que je pouvais voir à l'intérieur de la salle de bal. Je me suis assise. La chaise vacillait. La table tremblait chaque fois qu'un serveur passait. À travers les portes vitrées au bout du couloir, je pouvais tout voir. Je pouvais voir les lustres, les rires, la piste de danse, tout ce à quoi je n'étais pas invité. Et quand je me suis enfin levé pour partir, je n'avais aucune idée que la nuit se terminerait par des cris. En grandissant, ma famille n'a jamais oublié de me rappeler qui était la star. Ma sœur Chloé était la fille en or. Ce n'est pas juste une phrase. C'était son rôle. Elle avait des cheveux blonds qui tombaient en boucles parfaites et sans effort, même par temps humide. Elle avait un rire qui faisait que les gens s'arrêtaient et se retournaient, et elle savait très tôt comment l'utiliser. Quand elle avait 7 ans,
elle a participé au concours Little Miss Sunshine. Je m'en souviens si clairement. Maman a passé des semaines à coudre des paillettes sur une petite robe rose. Papa a sorti sa grosse caméra vidéo. Le talent de Chloé était de chanter « Brille, brille, petite étoile ». Elle a oublié les paroles à mi-chemin, a mis ses mains sur ses hanches et a gloussé « J'ai oublié ». Les juges ont adoré. Ils lui ont donné la couronne. Elle n'a pas gagné parce qu'elle était bonne. Elle a gagné parce qu'elle était mignonne. 7. Couronne de concours a trôné sur notre cheminée de salon pendant les 10 années suivantes. Moi, en revanche, j'étais la silencieuse. Je me souviens de cette même année où j'ai remporté le concours d'orthographe de ma classe. J'ai gagné. Avec le mot sincèrement. Je suis rentré à la maison, serrant le petit ruban bleu. J'étais si fier que ma poitrine se serrait. J'ai couru dans la cuisine. Maman, papa, j'ai gagné. Maman était au téléphone, enroulant le cordon autour de son doigt. Elle a levé les yeux, a posé sa main sur le récepteur et a murmuré. C'est bien, chérie. Va jouer. Chloé a une crise à propos de son costume de récital de danse. Je suis resté là. Mais j'ai gagné. Bella, pas. Maintenant. Je suis allé dans ma chambre. J'ai épinglé le ruban bleu à mon tableau d'affichage. Il avait l'air petit et stupide. C'était le schéma. La vie de Chloé était une série d'urgences bruyantes, brillantes et coûteuses. Ma vie était une série de réalisations silencieuses et invisibles. Quand Chloé avait 16 ans, elle voulait une voiture. Papa a dit non. Elle a pleuré. Elle a crié. Elle a claqué sa porte. Elle a refusé de manger pendant tout un après-midi. Une semaine plus tard, un cabriolet rouge était dans l'allée. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai demandé si je pouvais m'entraîner à conduire la berline 2. Maman. Papa a dit, tu es indépendante. Bella, tu peux juste prendre le bus. N'est-ce pas? C'est mieux pour toi. Il voulait dire que c'était plus facile. Pour lui. Au dîner de famille, Thanksgiving, Noël, toute la table était là. Scène de Chloé. Chloé, parle-nous de ton stage. Chloé, ce garçon. Est-ce que c'est sérieux? Chloé, tes cheveux. Tu ressembles à une star de cinéma. Puis, tous les yeux se tournaient vers moi pendant 30 secondes polies et obligatoires. Et Bella, toujours à Boston. Toujours à faire ce truc de marketing. Bien. Bien. Pour toi. Et le regard revenait à Chloé. C'était comme si j'étais un meuble. Une lampe nécessaire, silencieuse, facile à manipuler dans un coin. Vous avez besoin de la lampe, mais vous ne lui parlez pas. Vous ne l'applaudissez pas. Vous vous attendez juste à ce qu'elle fonctionne. Maman le disait tout le temps. Tu es plus facile à gérer, Bella. Dieu merci. Si j'avais deux Chloé, je perdrais la tête. Je pensais que c'était un compliment. Je pensais que cela signifiait que j'étais forte ou mature. Mais le plus facile à gérer signifiait juste plus facile à ignorer. Indépendante signifiait juste tu es toute seule. Je me souviens qu'au lycée, j'ai remporté un concours scientifique d'État. C'était un événement important. J'ai été invité à un dîner, j'ai reçu une plaque. J'avais conçu un système de filtration d'eau à petite échelle. J'étais si fier. Le soir du dîner de remise des prix, Chloé s'est disputée avec son petit ami. Je suis rentré avec ma plaque. Je suis entré dans le salon. Maman était sur le canapé, frottant le dos de Chloé, qui sanglotait dans un oreiller. Papa faisait les 100 pas. Il a dit que ma robe de bal était ringarde, a gémi Chloé. Un drame familial de 3 heures s'est déroulé. Papa a fini par appeler le père du garçon. Maman a fait du thé. Je suis resté
Dans l'embrasure de la porte, tenant ma plaque. Personne ne m'a regardé. Après 1 heure, je suis allé dans ma chambre. J'ai posé la plaque sur ma commode. Je l'ai juste regardée. C'était ma vie. J'étais l'actrice secondaire du Chloé Show. Mon seul rôle était d'être silencieuse, de rester hors de scène, et de ne jamais manquer un signal pour applaudir. Mes réalisations n'étaient pas réelles. Mes problèmes n'étaient pas réels. Seule Chloé était réelle. Ce schéma. Cette voix à sens unique toxique était tout ce que j'avais jamais connu. Il avait été gravé dans la dynamique de notre famille. Aussi profond et permanent qu'un canyon, et j'étais celle qui était toujours au fond, dans l'ombre, regardant vers le haut. Ce siège de couloir, cette humiliation. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la plus forte. La vieille blessure, celle que cette nouvelle venait de gratter à vif, s'était rouverte 3 ans plus tôt. J'avais 26 ans. Maman vendait notre maison d'enfance. La maison était trop grande pour elle maintenant que papa avait déménagé dans son propre condo après leur divorce silencieux et poli. Elle déménageait dans un plus petit endroit, et j'étais venu l'aider à vider le grenier. Bien sûr, c'est moi qui étais venu. Chloé était trop débordée par un énorme projet à son nouveau travail, ce qui signifiait qu'elle était probablement au brunch. Alors, j'y suis allé. J'ai passé un samedi dans le grenier chaud et étouffant, éternuant à cause de la poussière. L'air était épais. De l'odeur de vieux papier, de cèdre et de boulamite. C'était l'odeur de toute mon enfance. Nous trions des boîtes, de vieilles boîtes en carton. Affaissées étiquetées de la main de maman. Noël 95, vieux vêtements, un pot de papa. Puis je les ai trouvés. Dans un grand bac en plastique, soigneusement empilés, se trouvaient les albums de scrapbooking de la famille. Maman adorait faire du scrapbooking quand nous étions enfants. C'était son seul vrai hobby. Oh, regarde, ai-je dit, ma voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. Je me souviens de ça. J'en ai sorti un. Il était lourd. Je me suis assise sur une vieille malle, le bois craquant sous moi. Maman s'est assise à côté de moi, essuyant une tache de poussière de sa joue. Nous avons commencé à les feuilleter. Le premier livre était Bella et Chloé, les premières années. Et pendant quelques minutes, c'était agréable. C'était normal. Il était plein de photos de nous. Moi, un bébé potelé dans une chaise haute couverte de spaghettis. Chloé, enfant en bas âge avec un énorme nœud tordu essayant de m'aider. Il y avait des photos de nous dans la baignoire, des bulles dans nos cheveux. Notre premier jour d'école, main dans la main, nos boîtes à lunch en métal brillante. Un voyage à Disney. Nous deux avec des oreilles de Mickey Mouse. Moi l'air terrifié par la personne en costume de dingo. Chloé le serrant dans ses bras. Je me souviens de ça. Maman a ri. Tu as pleuré pendant 1 heure. Chloé ne voulait pas partir. C'était la preuve. La preuve qu'il y avait eu un temps où nous étions un nous. Un temps où l'amour était réparti, au moins un peu. J'ai pris le livre suivant. L'étiquette disait les années d'école. De Chloé. Je l'ai ouvert et juste comme ça, j'avais disparu. Il était plein de Chloé, page 1, la pièce de première année de Chloé. Elle était un arbre. Il y avait 5 photos d'elle dans son petit costume marron. Page 2, le premier. Trophée de football de Chloé. Chloé avec l'équipe. Chloé tenant le trophée. Chloé avec papa. Page 3, la remise des diplômes de 5e année de Chloé. J'étais sur quelques photos. En arrière-plan, flou, mon visage à moitié caché, mon sourire éteint. J'ai pris le 3e livre. Chloé, les
Année lycée. Celui-ci était épais. Chaque page. C'était un sanctuaire. Photo de Chloé à son premier bal. Photo de Chloé à ses 16 ans. Photo de Chloé avec ses amis. Son bal de promo, qui occupait une double page entière, sa remise de diplôme en toge et toque tenant son diplôme. J'ai feuilleté les dernières pages, cherchant quelque chose, n'importe quoi. J'ai réalisé que je n'étais pas là. Il n'y avait pas une seule photo de moi après l'âge de 10 ans. Ma propre remise de diplôme au lycée, pas là. Mon voyage en Espagne à l'université, celui pour lequel j'avais économisé pendant 2 ans. Pas une seule photo. Mon 21e anniversaire, ma propre remise de diplôme. L'université, c'était comme si j'avais disparu. C'était comme si j'avais simplement cessé d'exister. Ma gorge s'est serrée. Maman, ai-je dit. Ma voix était calme. J'avais du mal à respirer. Où sont mes photos? Maman a souri doucement. Ce même sourire, celui qui était censé être gentil, mais qui ne semblait que vide. Celui qui m'effaçait. Oh, ma chérie, a-t-elle dit, me tapotant la main. Tu sais comment Chloé était toujours sous les feux de la rampe. Elle adorait être photographiée. Elle a regardé le livre, ses yeux adorateurs. Toi, a-t-elle dit, tu étais toujours et bien, tu t'en sortais. Toujours toute seule. Tu t'en sortais toujours toute seule. Je l'ai juste fixé. Les particules de poussière dansaient dans le seul rayon de lumière provenant de la fenêtre du grenier. Je veux dire, a-t-elle continué, ne voyant manifestement pas l'expression sur mon visage. Tu as toujours été si indépendante. Tu n'avais pas besoin de tout ce tralala. Chloé en avait besoin. Tu as toujours été la plus forte. La plus forte. C'est là que j'ai appris ce que signifiait la plus forte. La plus forte signifiait celle qu'on peut ignorer. Indépendante signifiait celle qu'on n'aime pas. Bien. Toute seule signifiait le tu seras toute seule. Ce n'était pas qu'elle avait oublié de mettre mes photos. C'était qu'elle n'avait même pas pensé à les prendre. Ma vie, mes réalisations, mes étapes importantes, ce n'était pas du tralala. C'était ma vie. Et pour elle, ce n'était rien. Ça ne valait pas la peine d'être documenté, ça ne valait pas la peine d'être rappelé. Je ne pouvais pas parler. Plus tard ce jour-là, alors que je vidais son vieux bureau, j'ai trouvé mon diplôme de lycée. Il n'était pas encadré. Il était dans une enveloppe craft. Froissé, glissé au fond d'un tiroir avec de vieilles factures, des coupons expirés et un manuel d'utilisation pour un mixeur qu'elle ne possédait même plus. Le diplôme de Chloé, je le savais, était dans un cadre en cerisier sur mesure dans le salon. C'était la vieille blessure. J'ai refermé l'album. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix creuse. Je me débrouillais toute seule. Elle a rayonné, pensant que je lui avais fait un compliment. Je savais que tu comprendrais. Je suis rentré à Boston cette nuit-là. Je ne lui ai pas parlé. Pendant un mois. Elle ne l'a même pas remarqué. Elle a juste pensé que j'étais occupé. C'est cette nuit-là que j'ai appris que le silence pouvait être à la fois une survie et un exil. J'avais survécu à mon enfance en étant silencieuse. En ne faisant pas d'histoire, en étant indépendante. J'avais évité les drames. Et les larmes qui suivaient toujours Chloé. Mais dans ce silence, j'avais été exilé. J'avais été discrètement et efficacement effacé de l'histoire de ma propre famille. Quand l'invitation de mariage de Chloé est arrivée, j'aurais dû savoir mieux. Elle est arrivée un mardi d'avril. Je suis rentré du travail, les pieds endoloris, les épaules tendues après une longue réunion. J'ai vérifié ma boîte aux lettres et elle était là. Elle était si épaisse et lourde qu'elle ressemblait à une arme,
une épaisse enveloppe couleur crème. Mon nom, Mademoiselle Bella. Était écrit en calligraphie dorée tourbillonnante et coûteuse. Ça avait l'air menaçant. Mon estomac s'est tordu. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je suis entré dans mon appartement, j'ai laissé tomber mon sac et j'ai versé un verre de vin. Je me suis assise sur mon canapé. L'invitation était sur ma table basse. Je l'ai fixée longtemps. C'était un test. Je le savais. Un piège classique sans. Issu de ma famille. Si je n'y allais pas, j'étais la sœur amère, jalouse. Difficile. J'étais celle qui en faisait une affaire personnelle. Je ferais l'objet d'appels téléphoniques étouffés et en colère pendant des mois. Si j'y allais, je devais rester là tout un week-end. Je devais sourire. Je devais porter une jolie robe. Je devais regarder le monde entier, mes parents, mes proches, tous leurs amis, célébrer la personne qui avait été le centre de leur univers et le trou noir du mien. Je devais les regarder applaudir le soleil. Pendant que je restais dans l'obscurité. C'était une performance, et on me tendait mon scénario. Je me suis dit que ce serait différent cette fois. Nous sommes adultes maintenant, ai-je pensé, prenant une gorgée de vin. J'ai 29 ans, elle en a 27. Nous avons dépassé toutes ces bêtises du lycée. Je me mentais à moi-même. Je le savais. Mais je voulais y croire. Je voulais tellement avoir une famille normale, juste pour une journée. Je voulais être la sœur dans la jolie robe, souriante, et que ce soit réel. Alors, j'ai fait toutes les choses. J'ai ouvert l'invitation. Chloé et Noah vous invitent à leur mariage. Je suis allé sur leur site de liste de mariage. C'était une liste de choses que je ne pourrais jamais me permettre. Un mixeur à 5 cents $, un aspirateur à 7 cents $, un fonds pour une lune de miel à 1000 $. J'ai levé les yeux au ciel et je leur ai acheté un service de verre à vin en cristal à 200 $. C'était plus que ce que je pouvais me permettre, mais c'était important. Il fallait que ça ait l'air de soutenir. Il fallait que ce soit bien. Puis vint la bridal shower. C'était un brunch au champagne dans un hôtel chic de Boston. Je suis entré et c'était beaucoup. C'était une mer de rose et de blanc. Des ballons, des fleurs, et une trentaine de femmes toutes criantes. Bella, tu es venue, a piaillé Chloé, en me serrant dans ses bras. C'était une étreinte sèche et impersonnelle. Elle sentait le parfum et la laque. Je me suis assise à une table avec ses amies d'université. Elles avaient toutes des cheveux parfaits. Et de minuscules chiens coûteux dans leur sac à main. Elles se parlaient entre elles, autour d'elles, mais pas à moi. J'étais de nouveau invisible. J'ai juste mangé mon petit sandwich et siroté mon champagne. Nous avons joué à des jeux. À quel point connaissez-vous Chloé? J'ai perdu. Faites une robe de mariée en papier toilette. La robe de mon équipe a été qualifiée de triste par l'une de ses amies. Puis les cadeaux. C'était une montagne. Une montagne de boîtes. Magnifiquement emballée. Et Chloé était assise sur une chaise comme une reine. Sur son trône et les ouvrait une par une. Oh mon Dieu, le mixeur. Un piaillement. Oh mon Dieu. De la lingerie, je l'adore. Un piaillement. Je l'ai regardé. Son sourire était éclatant, mais ses yeux étaient calculateurs. Elle faisait une liste. Qui a donné quoi? Qui a dépensé quoi? Mon tour est venu. Elle a pris ma boîte. La lourde avec le cristal. Elle a déchiré le papier. Oh, a-t-elle dit. Des vers. Elle n'a pas piaillé. Elle a regardé la carte. De la part de Bella, a-t-elle annoncé à la pièce. Elle les a tenus en l'air une seconde. Jolie.
Puis elle les a tendus à une demoiselle d'honneur qui les a mis sur la pile des effets. Et elle est passée au cadeau suivant. Joli. Je suis rentré de la shower me sentant petite, stupide et plus que tout, pauvre. Mais quand même, j'allais au mariage. J'ai acheté la robe. Couleur vin. J'ai passé tout un samedi à la chercher. C'était une agonie. Je suis allé dans un grand magasin. Je ne pouvais pas acheter quelque chose de trop beau. Je ne pouvais pas, Dieu m'en préserve, avoir l'air meilleur qu'une demoiselle d'honneur. Chloé ferait une crise, mais je ne pouvais pas non plus acheter quelque chose de trop simple. Ou maman me lancerait ce regard. Le beau. Bella, tu n'essaies même pas un regard. C'était une ligne impossible à suivre. Je l'ai finalement trouvée. Une robe longue simple couleur vin. Élégante. Appropriée, sûre, invisible. La nuit précédant le mariage, j'étais dans mon appartement à Boston. Je faisais ma valise. J'ai posé la robe. J'avais mes chaussures. J'avais la petite boîte cadeau en argent dans laquelle j'allais mettre un petit quelque chose d'autre. J'étais rempli de ce vieux nœud familier et nauséeux d'anxiété. Le sentiment de ça recommence. Mon téléphone a vibré. Il était sur mon lit à côté de ma valise. Je l'ai regardé. Un texto de maman. S'il te plaît, Bella, juste pour moi. Demain, c'est le jour de Chloé. Ne fais pas que ça tourne autour de toi. J'ai fixé l'écran. La lumière bleue du téléphone était la seule lumière dans ma chambre. Ne fais pas que ça tourne autour de toi. Ma main a commencé à trembler. Quand avais-je jamais fait que quelque chose tourne autour de moi? Quand m'avait-on jamais permis de le faire? Mon simple fait d'exister était une menace. Ma présence calme, invisible, facile à gérer, était un problème à gérer. Rien qu'en étant là, j'étais un risque. Je pourrais attirer l'attention. Je pourrais avoir une expression faciale qui n'était pas 100% pure. Adoration sans mélange pour Sainte Chloé. Je pourrais, Dieu m'en préserve, avoir l'air triste ou silencieux et faire que quelqu'un, un étranger, un invité, me demande si j'allais bien. Et ça serait un désastre. Mon rôle était de me présenter, de sourire, d'être facile, et de ne pas faire que ça tourne autour de moi. Comme si le simple fait d'exister dans la même pièce que Chloé pouvait ruiner la journée parfaite de sa fille. Je suis resté assise sur mon lit. Longtemps. J'ai pensé à ne pas y aller. J'ai pensé à jeter mon téléphone contre le mur. Au lieu de cela, je l'ai pris. Mes doigts étaient froids. Je lui ai répondu par texto. D'accord, maman. Je ne le ferai pas. J'ai éteint mon téléphone, j'ai fini de faire ma valise et j'ai essayé de dormir. Le nœud dans mon estomac ressemblait à une pierre. Je suis resté assise dans ce couloir pendant presque 30 minutes. Cela m'a semblé une année. J'étais assise sur la chaise en métal bancal à côté de la machine à glaçons bourdonnante. Les portes de la cuisine, swash, clap, swash, clap, s'ouvraient en grand toutes les quelques minutes. Un serveur est passé en courant, portant un énorme plateau de petits amuse-gueules chics. Attention, ma belle, a-t-il dit, sans même me regarder. Un autre est sorti. La table 12 a besoin de pain maintenant. J'étais sur le chemin. J'étais un meuble qui avait été laissé au mauvais endroit. J'étais un obstacle. Mes pieds étaient froids. La mince moquette ne faisait rien pour arrêter le froid du sol. Ma robe couleur vin me semblait fine et stupide. À travers les portes vitrées au bout du couloir, je pouvais voir la fête. Je pouvais voir la lumière dorée. J'entendais le tum-tum-tum étouffé du quatuor à cordes. Je pouvais voir des gens, ma famille, rire.
J'ai vu ma tante Karen, la tête en arrière, rire de quelque chose que mon oncle avait dit. J'ai vu ma mère. Elle était en train de fixer le voile de Chloé. Elle avait l'air heureuse. Son visage rayonnait. Je ne l'avais pas vue aussi heureuse depuis des années. J'ai vu mon père debout avec le père de Noah. Il tenait des verres de champagne, hochait la tête, souriait. Personne n'était venu me chercher. Personne ne m'avait cherché. Personne n'avait même remarqué mon absence. C'était la partie qui faisait le plus mal. Il ne m'ignorait pas seulement. Il m'avait vraiment complètement oublié. Je n'étais pas une personne à cette fête. Je n'étais pas une sœur ou une fille. J'étais juste un nom sur une liste. Et ils avaient mis ce nom à côté de la machine à glaçons. Mon visage était chaud. Je pouvais sentir les larmes, vives et piquantes, derrière mes yeux. J'ai refusé de pleurer. Je ne pleurais pas. Pas ici. Pas dans un couloir de service. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau. Bien sûr. J'étais complètement et totalement seul. J'ajustais ma robe. J'essayais de décider quelle était la chose la plus facile à faire. Rester assis ici toute la nuit comme un chien attendant que quelqu'un se souvienne de moi? Entrer dans cette salle de bal, trouver ma mère et dire « Salut, maman. Tu m'as mise dans le couloir. » J'ai grincé des dents. Je pouvais voir son visage, le sourire poli étendu. Le murmure sifflant. Eh bah. Bella, non. Tu fais une scène. Trouve juste une place. Va. Tiens-toi. Derrière. Ne fais pas que ça tourne autour de toi. Partir? Est-ce que je me lève, je sors, je retourne à Boston et je bloque tous leurs numéros? Ça. C'était le plus tentant. J'étais sur le point de le faire. J'étais sur le point de me lever et de partir. J'avais mon sac sur mes genoux. J'avais la petite boîte cadeau en argent dans ma main et puis je l'ai entendu. Eh bien, bien, regardez-moi ça. La voix était légère, aérienne, et elle m'a transpercé. J'ai levé les yeux. C'était Chloé. C'était une vision. Je lui accorde ça. Sa robe a dû coûter plus cher que ma voiture. Elle était couverte de dentelles et de milliers de petites perles. Ses cheveux blonds étaient relevés d'une manière qui semblait à la fois sans effort et comme si elle avait coûté $1000. Son maquillage était parfait. Elle ressemblait à une princesse. Méchante et mesquine. Elle ajustait sa robe, son immense voile blanc traînant derrière elle. Son bouquet de roses blanches tremblait légèrement dans sa main. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé la table bancale. Puis elle a regardé la machine à glaçons bourdonnante. Puis elle m'a regardé de nouveau et elle a souri. C'était ce sourire. C'était le sourire que j'avais vu toute ma vie. C'était le sourire qu'elle m'avait donné quand elle avait 7 ans. Juste après avoir dit à maman que c'était moi qui avais cassé le vase antique. C'était le sourire qu'elle m'avait donné au lycée quand le garçon que j'aimais l'avait invité au bal. C'était un sourire qui disait « Je gagne. Je gagne toujours. Tu perds toujours. » Un siège dans le couloir, hein, a-t-elle dit. Sa voix dégoulinait de poison faussement sucré. Je l'ai juste fixé. Je ne trouvais pas mes mots. Ma gorge était nouée. Elle a ri, un petit son cristallin. Je suppose que c'est là que tu appartiens. Et puis quelque chose en moi a cédé. C'était silencieux. Ce n'était pas bruyant ou dramatique. C'était un minuscule clic. Froid. C'était le sortilège sous lequel j'avais vécu toute ma vie. Le sortilège qui me disait d'être silencieuse, d'être polie, d'être la personne la plus
grande, d'être la facile, de comprendre. Le sortilège qui murmurait, si tu encaisses juste un coup de plus, si tu absorbes juste une insulte de plus, si tu avales juste une humiliation de plus, alors peut-être qu'ils t'aimeront. C'était l'espoir d'une enfant. Et j'avais 29 ans. Les mots de Chloé. Je suppose que c'est là que tu appartiens. Ce n'était même pas une insulte. C'était la vérité. C'était la chose la plus honnête que quiconque dans ma famille m'ait jamais dite. Je n'appartenais pas. Je n'appartenais pas à ce couloir, attendant des miettes d'affection. Je n'appartenais pas à ce mariage. Je n'appartenais pas à cette famille. Pendant une seconde, j'ai failli rire. L'honnêteté brutale et absolue de tout cela. Ils avaient enfin arrêté de faire semblant. J'ai regardé Chloé, son visage parfait, souriant, cruel. Tu as raison, Chloé, ai-je dit. Ma voix était calme. Elle n'a même pas tremblé. C'était une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Son sourire a vacillé juste une seconde. Elle n'avait pas l'habitude que je sois d'accord. Elle avait l'habitude que j'ai l'air blessé. Elle attendait les larmes. Elle m'attendait à ce que je m'effondre. Je ne l'ai pas fait. Je me suis levé. La chaise pliante en métal a fait un bruit pathétique en raclant le sol. J'ai pris mon sac. J'ai pris la petite boîte cadeau en argent que je tenais. Félicitations, ai-je dit. Tu es magnifique. Je suis passé devant elle. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste marché. Je pouvais la sentir me regarder. Je pouvais sentir sa confusion. Ce n'était pas dans son scénario. Je devais rester assise et encaisser. Je devais être la victime. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en une seconde, avec cette seule insulte, elle m'avait libéré. Le sortilège était brisé. Je n'étais plus la silencieuse. Je n'étais plus la facile. J'en avais juste marre. Et je ne partais pas les mains vides. Je me suis levé. La chaise pliante en métal a fait un bruit pathétique en raclant le sol. Tu as raison, Chloé, ai-je dit. Ma voix était calme. Elle était si calme qu'elle m'a fait peur. C'était une voix que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas la voix de la silencieuse. Ce n'était pas la voix de la facile. C'était la voix de quelqu'un qui venait de sortir d'un bâtiment en feu. Et regardait les flammes. Le sourire parfait et cruel de Chloé a vacillé. Ce n'était pas dans son scénario. Son scénario était qu'elle me titillerait et je tressaillirais. Elle lancerait une insulte et je l'absorberais. Mes épaules s'arrondiraient, mes yeux se poseraient sur le sol. Je resterais là, blessé, et elle s'éloignerait victorieuse, retournant à sa fête, ayant confirmé sa place dans l'univers en me rappelant la mienne. Je n'étais pas censé être d'accord avec elle. Quoi? A-t-elle dit, le ton léger et aérien disparu. Tu as raison, ai-je répété, en prenant mon sac. Mes mains étaient parfaitement stables. Je n'ai pas ma place ici. J'ai pris la petite boîte cadeau en argent. Sur la table bancale. Elle était lourde dans ma main. Elle ressemblait à une pierre. Félicitations, ai-je dit. Tu es magnifique. Je suis passé devant elle. Je ne l'ai pas frôlée, mais je n'ai pas non plus bougé pour lui donner de l'espace supplémentaire. Pour la première fois, j'ai juste pris ma propre place. J'ai marché le long du couloir de service, mes talons claquant sur le sol. Je pouvais la sentir me regarder. Je pouvais sentir la chaleur de sa rage confuse. Sur mon dos. Je m'en fichais. Le sortilège, celui sous lequel j'avais vécu pendant 29 ans, était brisé. Le sortilège était que je devais être gentille. Je devais comprendre.
Je devais être la personne la plus grande, ce qui, dans ma famille, n'était qu'un code pour tais-toi, Bella, et laisse Chloé gagner. Le sortilège était que si je continuais à être silencieuse, à être gentille, à être invisible, un jour il me verrait. Un jour, il se retournerait enfin et dirait, « Waouh, Bella, tu as été si patiente. C'est ton tour. » C'était un espoir stupide d'enfant. Il ne me verrait jamais parce qu'il ne m'avait jamais, pas une seule fois, cherché. J'ai poussé les lourdes portes principales du lodge. L'air du Vermont à l'extérieur était vif. Il faisait si froid que c'était comme une gifle, mais une bonne gifle. Une gifle qui disait « Réveille-toi ». Elle m'a frappé au visage, et ça m'a semblé une bénédiction. Ça sentait propre. Ça sentait les pins et l'eau froide, pas la cire de sol et le parfum coûteux et suffocant de Chloé. Ça sentait la liberté. Le lac scintillait sous une pleine lune, et le silence était immense. Je me suis tenu là, sous la lumière jaune vive de l'entrée du lodge, et j'ai baissé les yeux sur la boîte en argent dans ma main. Je dois vous parler de la boîte. Ce n'était pas un plan. Je ne suis pas un méchant de film complotant dans l'ombre. Je suis une consultante en marketing de Boston. J'organise des feuilles de calcul. J'appelle mon dentiste. Je ne suis pas ça, mais j'avais trouvé les captures d'écran. C'était il y a 2 mois. C'était un mardi. Chloé m'avait appelé, sa voix frénétique. Bella, Bella, je meurs. Je meurs littéralement sous toute cette planification. Le site web est un désordre. Le truc de partage de photos ne fonctionne pas. Noah est inutile avec ces choses. Peux-tu juste arranger ça, s'il te plaît? Tu es si doué en informatique. Doué en informatique. Je suis responsable du marketing digital. Mais pour elle, j'étais juste doué en informatique. Je ne peux pas, Chloé. J'ai un gros projet, s'il te plaît, avait-elle gémi. Je te devrais une fière chandelle. Je ne peux pas. Je t'enverrai tous les mots de passe. Et comme une folle, comme je le fais toujours, j'ai dit oui. Je voulais être utile. Je voulais être la sœur qui soutient. Alors, j'ai passé mon mardi soir après une journée de travail de 10 heures à me connecter au site web du mariage de ma sœur. Elle m'avait donné son mot de passe de messagerie personnelle pour lier les comptes. Ne lis rien. Elle avait ri. Je n'allais pas le faire. Je ne suis pas une fouineuse. Mais quand je me suis connecté, j'ai vu une discussion avec un nom que je connaissais. Madison, son ancienne colocataire d'université. Le sujet était, il l'a acheté. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû faire la seule chose pour laquelle j'étais là et me déconnecter, mais j'ai cliqué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'après 29 ans, mon subconscient était juste fatigué. Mon sang s'est glacé en lisant. Ce n'était pas 1 ou 2 messages. C'était des mois de messages. Un commentaire continu. Chloé, il est si facile. Pleure un peu. Il achète n'importe quoi. Madison, elle monsieur A.O. Est-il bête? Chloé, non, il est gentil. Ce qui est un code pour bête, mais sa famille est riche. C'est le vrai cadeau de mariage, lol. Mon estomac s'est tordu. J'ai continué à faire défiler. Chloé, la maison sera à moi d'ici Noël. Je m'assure que mon nom est sur l'acte avant même de déballer. Maman a dit de m'en assurer. Maman a dit ça. Chloé, honnêtement, je ne suis même pas si attiré par lui. Il est si simple, mais il est stable et riche et il m'adore, ce qui est le plus important. C'est mieux que beau et pauvre, n'est-ce pas? Madison. Fais-le, ma fille. Sécurise le pactole.
J'étais assise dans mon appartement tranquille à Boston, fixant l'écran de mon ordinateur. Je me sentais malade, physiquement malade. Noah. C'était une bonne personne. C'était un architecte, calme et gentil. Il n'était pas simple. Il était solide. C'était le genre d'homme sur qui on pouvait compter. Et il regardait ma sœur comme si elle était le soleil. Il était si ouvert dans son affection pour elle, si fier. Et elle se jouait de lui. Elle se jouait de toute sa famille. Et ma mère savait. J'ai pris des captures d'écran. J'ai cliqué. J'ai cliqué et j'ai cliqué. J'ai capturé chaque message. Je les ai enregistrés. Dans un dossier. Je les ai imprimés. Ma première pensée a été de les envoyer à Noah anonymement, mais je me suis arrêté. Qui étais-je? J'étais la sœur. Jalouse et silencieuse. C'est ce que dirait Chloé. C'est ce que dirait ma mère. Oh, Bella, tu essaies juste de gâcher son bonheur. Tu en fais une affaire personnelle. Tu es juste amère. Il retournerait la situation. Il ferait de moi la méchante. Ils en étaient des experts, alors je n'ai rien fait. J'ai mis les captures d'écran imprimées dans une enveloppe craft et je les ai glissées au fond du tiroir de mon bureau sous mes vieilles déclarations d'impôts. Et puis hier soir, le texto de maman ne fait pas que ça tourne autour de toi. Après avoir reçu ce texto, j'ai sorti l'enveloppe. J'ai regardé les captures d'écran. J'avais acheté un cadeau pour la mère de Noah. J'essayais tellement d'être gentille. J'avais acheté une petite boîte élégante plaquée argent dans une boutique. J'allais y mettre une paire de boucles d'oreilles en perles. Au lieu de cela, j'ai retiré les boucles d'oreilles. J'ai plié les captures d'écran. Je les ai mises dans la boîte. Je n'ai pas mis de carte. Je n'ai pas mis de nom. Je l'ai apporté avec moi. Je n'avais pas prévu de l'utiliser. Je jure que je pense que j'avais juste besoin de tenir la vérité dans ma main. J'avais besoin d'un rappel physique que je n'étais pas folle. Que ma famille était si cruelle, que c'était elle le problème, pas moi. C'était mon secret, ma seule petite pièce d'armure. Mais ensuite, elle s'est tenue là-dedans. Sa robe de princesse et m'a dit que j'avais ma place dans le couloir. Et j'ai réalisé que la vérité n'avait pas sa place dans mon sac. Elle n'avait pas sa place dans le tiroir de mon bureau à Boston. Elle appartenait à Noah. Je me suis retourné. Je suis resté là, dans le froid, tenant la boîte, et j'ai pris une décision. Je ne partais pas. Pas encore. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis rentré dans le lodge. La coordinatrice, celle avec le bloc-notes, était dans le hall, parlant dans son casque. Elle a semblé surprise de me voir. Vous allez bien? Mademoiselle, a-t-elle demandé, sa voix empreinte d'une fausse inquiétude. Je lui ai fait un petit sourire serré. J'avais juste besoin d'un peu d'air. J'ai oublié de mettre mon cadeau sur la table. Je suis passé devant elle. Je suis passé devant l'entrée de mon triste et froid couloir. J'ai marché directement vers les portes principales de la salle de bal. Elle était ouverte. La chaleur et le bruit m'ont de nouveau frappé. Un quatuor à cordes. Jouait quelque chose de léger et joyeux. Cette fois, je ne me suis pas arrêté. Au bord. Je suis entré directement. Le contraste était stupéfiant. Dehors dans le couloir, il faisait froid, silencieux et solitaire. Dans cette pièce, c'était un univers différent. C'était bruyant. Il faisait chaud. C'était doré. Les lustres dégoulinaient de ce qui ressemblait à de vrais cristaux, projetant une lumière douce et beurrée sur tout le monde. Les fleurs étaient folles. Des tas
Et des tas de roses blanches et de fougères vertes grimpant les murs, couvrant chaque table. L'air en était épais, mêlé de vin et de nourriture coûteux. Et les gens, tout le monde était beau, les hommes dans leurs smokings élégants, les femmes dans leurs robes fluides et colorées. Ils riaient tous, leurs dents blanches sous la lumière dorée. Pendant une seconde, j'ai senti l'ancienne attirance, l'ancienne honte familière, le sentiment d'être la seule fille dans la mauvaise robe, celle qui n'avait pas compris la blague. Puis je me suis souvenu du couloir. Je me suis souvenu de la machine à glaçons. Ma colonne vertébrale s'est raidie. Je n'étais plus cette fille. J'étais juste une femme qui délivrait un message. La table des cadeaux était juste à l'intérieur de la porte. C'était une immense table ronde drapée de satin blanc, et elle était empilée d'énormes boîtes de crates et barrels, de grandes enveloppes élégantes de Tiffany S. C'était un monument à la nouvelle vie riche de ma sœur et de Noah ensemble. Mes yeux ont parcouru la pièce et je les ai vus. Ils étaient sur la piste de danse. C'était leur première danse. Le quatuor à cordes jouait. Chloé était enlacée dans les bras de Noah. Sa tête était penchée en arrière et elle riait de ce rire cristallin et faux que je détestais. Il lui murmurait à l'oreille et son visage. Son visage est ce qui m'a brisé le cœur. Il avait l'air heureux, mais pas seulement heureux. Il avait l'air en sécurité. Il avait l'air d'avoir enfin, après toute une vie, trouvé la seule personne qui le comprenait. Il la regardait avec une sorte d'adoration, une sorte de confiance aveugle et totale, que je n'avais lu que dans les livres. C'était un homme bon. C'était un architecte. Il construisait des choses. Il construisait des choses solides. Honnêtes, belles. Et il pensait qu'il construisait une vie avec une femme qui l'aimait. Il construisait sa vie sur un mensonge. Il est si facile. Pleure un peu. Il achète n'importe quoi. Sa famille est riche. Je ne suis même pas si attiré par lui. Les mots résonnaient dans ma tête. J'ai regardé son visage. Confiant et ouvert, puis le sien, magnifique et menteur. Et la dernière petite hésitation que j'avais, elle s'est juste évaporée. Ce n'était pas une vengeance. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas pour faire du mal à Chloé. C'était pour sauver Noah. Ce n'était pas une attaque. C'était un avertissement. C'était l'alarme incendie. J'ai marché directement vers la table des cadeaux. Les gens regardaient la piste de danse. Personne ne me regardait. La sœur invisible. J'avais été invisible pendant 29 ans. Et maintenant, enfin, j'allais l'utiliser. C'était mon seul super pouvoir. J'ai regardé la pile de cadeaux. Je n'ai pas caché la boîte. Je ne l'ai pas glissée à l'arrière. J'ai vu une énorme boîte grossière et magnifiquement emballée, surmontée d'un immense nœud blanc. J'ai pris ma petite boîte en argent, lourde et simple, et je l'ai posée juste au-dessus. Elle était petite. Elle était élégante. Elle était inévitable. Elle brillait sous la lumière du lustre. Mon cœur battait là. Chamade. Thump, thump, thump. C'était si fort. J'étais sûr que quelqu'un pouvait l'entendre, mais personne ne l'a fait. Je me suis retourné. Je suis sorti de la salle de bal. Je n'ai pas couru. J'ai marché. J'ai gardé la tête haute. J'ai passé devant les gens rieurs et magnifiques. J'ai passé devant le bar où les invités commandaient plus de champagne. J'ai traversé le hall. La coordinatrice était occupée avec un autre invité. Je suis sorti par les portes d'entrée du lodge. L'air froid m'a de nouveau frappé. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture. Mes mains tremblaient si fort que je
pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Je l'ai malencontreusement enfoncé 2 fois. À la 3e tentative, elle a cliqué. Le moteur a démarré. Le chauffage s'est mis à fond. Je suis resté là 1 minute entière. Juste à respirer. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. J'ai quitté la place de parking, mais je ne suis pas parti. Pas encore. Je ne pouvais pas. J'ai descendu la longue allée et j'ai roulé jusqu'à un petit belvédère juste en bas de la route. C'était peut-être à 400 mètres. On pouvait encore voir le lodge. Il était tout illuminé comme une parfaite petite maison de poupée, brillant sur les sombres collines du Vermont. Les fenêtres de la salle de bal étaient immenses. D'ici, je pouvais voir à l'intérieur. J'ai coupé le moteur de ma voiture. Le silence de la nuit s'est précipité. Je suis resté assise dans ma voiture dans l'obscurité et j'ai regardé. Je pouvais les voir. De petites silhouettes qui bougeaient. La danse était terminée. Les gens retournaient à leur table. Les serveurs se déplaçaient. C'était comme regarder un film sans son. Je les ai vus porter un toast. De petites silhouettes levant leurs verres, riant. Tourbillonnant. Le conte de fées parfait se déroulant sous verre. Je suis resté assise là pendant 5 minutes. 10. J'étais sur le point de partir. J'étais sur le point de décider que c'était fini. Que rien ne se passerait. Que la boîte se perdrait dans la pile, que j'avais échoué. Et puis c'est arrivé. La musique s'est arrêtée. Elle n'a pas diminué. Elle a juste été coupée. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je l'ai vu. J'ai vu le groupe poser ses instruments. Brusquement, les lustres, qui avaient été tamisés pour la danse, se sont soudainement allumés. Pleine puissance, lumière d'interrogatoire vive et dure. J'ai vu chaque petite silhouette dans la pièce arrêter de bouger. Je les ai toutes vues tourner la tête comme une volée d'oiseaux regardant la même chose. Elles regardaient la table d'honneur. J'ai vu une silhouette debout. Noah. J'ai vu une autre silhouette, ma mère, sa main volant à sa bouche. J'ai vu mon père. Il a juste regardé le sol. Et puis j'ai vu la forme du visage de ma sœur. Sa bouche était ouverte. Et même à cette distance, à 400 mètres, à travers l'eau froide et sombre, je l'ai entendu. C'était un cri. Ce n'était pas un cri de peur. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était un cri de pure rage animale. C'était le son d'une chose acculée, gâtée et vicieuse qui venait d'être prise. C'était un cri aigu et perçant, et il a résonné sur le lac. C'était Chloé. J'ai passé la première vitesse de ma voiture. Je n'ai pas allumé mes phares. Pas encore. C'est fait, ai-je murmuré. Une paix froide, étrange et vide m'a envahi. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas triste. J'étais juste fini. Mon téléphone était dans mon sac à main, éteint. Je l'ai laissé là. Je ne voulais entendre personne. Je voulais juste conduire. Je me suis engagé sur l'autoroute sombre en direction du sud. Et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit pendant 1 heure dans un silence total. Pas de musique, pas de podcast. Juste le bourdonnement des pneus sur l'autoroute sombre et le tump de mon propre cœur, qui commençait enfin à ralentir. J'étais juste vide. C'était une bonne sorte de vide. C'était le sentiment que l'on a quand on a enfin nettoyé un placard rempli de choses inutiles depuis 20 ans. C'était vide. C'était propre. C'était prêt. Je ne savais pas à quoi j'étais prête. Je savais juste que je l'étais. J'étais presque à la frontière du Massachusetts quand je me suis enfin arrêté dans une station-service 24 heures sur 24, très éclairée. Mes mains étaient raides à force de tenir le volant.
Mes jambes tremblaient en sortant. L'air était froid. Je suis entré, j'ai acheté une bouteille d'eau et un sac de bretzel que je ne voulais pas. Je suis remonté dans ma voiture. Je suis resté assise là sous les lumières fluorescentes bourdonnantes de l'auvent de la station-service, et j'ai allumé mon téléphone. C'était une erreur. C'était comme ouvrir un barrage. Le téléphone n'a pas juste vibré. Il a vibré si fort qu'il a failli sauter de ma main. Il s'est allumé, s'est éteint, s'est rallumé. Des notifications, des centaines d'entre elles. Des textos, des messages vocaux. Des appels manqués. Je l'ai fixé, mon cœur battant à nouveau, mais cette fois avec un autre genre de terreur. J'ai d'abord cliqué sur les messages vocaux. Il y en avait tellement. Ma mère, mon père, Chloé, Chloé encore, une tante et un oncle, un cousin. J'ai cliqué sur le premier que j'ai vu. Tante Karen, la sœur de ma mère. Elle était toujours la crieuse publique de la famille. Sa voix a éclaté du haut-parleur si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Elle était hystérique. Bella. Bella, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oh mon Dieu, Bella. C'était horrible. C'est un désastre. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Elle a pris une grande inspiration en sanglotant. C'était oh, Bella. La mère de Noah, Eleanor. Elle s'est levée après les toasts. Elle tenait une petite boîte en argent. Ta boîte, Bella, est-ce la tienne? Elle leur a dit de l'ouvrir. Elle les a obligés devant tout le monde. Je serrais le volant. Mes phalanges étaient blanches. Et Noah, il l'a ouverte. Et Chloé, elle. Oh, Bella. Ils l'ont lu. Ils ont lu ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas ce que c'était. Quelque chose à propos d'argent et d'une maison. Et puis, un autre sanglot. Noah. Son visage. Je n'ai jamais. Il a juste laissé tomber les papiers, Bella. Ils sont allés partout. Et il a regardé Chloé. Et il a dit, c'est tout réel. Il l'a dit si fort, Bella. Chaque mot. Et tous les jeunes, tous ses amis, ils avaient leur téléphone. Ils enregistraient. Mon estomac était noué. Je me sentais malade. Et ta mère, elle a juste figé. Et ton père, il a juste regardé le sol comme il le fait toujours. Toute la famille, Bella, humiliée. Et Chloé, elle, s'est juste effondrée. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus écouter tante Karen. J'ai fait défiler les textos. Oncle Marc, ce n'est pas ainsi que se comporte la famille est. Bella, tu es une honte. Cousine Sarah, tu es malade. Tu as toujours été jalouse, mais c'est mal. Tante Karen, appelle-moi. Ta mère te demande. C'est un désastre. Et puis, maman, un mur de textos. 10, 20. Où es-tu? Tu dois revenir ici. Reviens ici et arrange ça. Qu'est-ce que tu as fait? Chloé est hors d'elle. Tu as ruiné la vie de ta sœur. Tu as ruiné cette famille après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu as toujours été si jalouse. Tu as toujours été si difficile. Tu en as fait une affaire personnelle. Tu l'as finalement fait. Tu en as fait une affaire personnelle. Es-tu heureuse? Je les ai lus un par un. Et la chose la plus étrange, c'est qu'ils ne faisaient pas mal. Pour la première fois de ma vie, ces mots n'avaient aucun pouvoir. C'était comme si je lisais un script d'une pièce dans laquelle je ne voulais plus jouer. Ruiner sa vie, ai-je pensé,
Fixant le texte. Ou. Révéler. Tout ce que tu as fait pour moi? Tu veux dire m'ignorer? Tu veux dire m'effacer? Jalouse? Non, je n'étais pas jalouse. J'en avais juste marre. Ils n'étaient pas en colère que Chloé les fait. Ils étaient en colère que je les révélais. Ils n'étaient pas horrifiés par le mensonge. Ils étaient horrifiés. Que le secret soit éventé. L'effondrement dont parlait tante Karen. Ce n'était pas seulement Chloé. C'était toute la structure familiale. C'était le mensonge qu'ils avaient tous accepté de vivre. Le mensonge était, Chloé est parfaite. Chloé est la star. Nous devons tous protéger Chloé. Bella est silencieuse. Bella n'a pas d'importance. C'était ça le mensonge. Et je venais de dire la vérité. J'avais tiré le seul fil qui maintenait ensemble toutes leurs fausses tapisseries. Pourries. Et tout s'était juste effondré. J'ai pris une profonde inspiration. Je tremblais encore, mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. J'ai vu un nouveau message vocal de mon père apparaître. Mon doigt a plané dessus. Il n'appelait jamais. Il n'appelait jamais. J'ai cliqué dessus. Sa voix était calme. Pas hystérique comme celle de tante Karen. Pas en colère comme les textos de maman. Juste fatigué. Bella, a-t-il dit. Et puis un long soupir. Bella, nous devons parler. Ta mère est. Elle est un désastre, Chloé. C'est grave, Bella. C'est vraiment grave. Une pause. Tu aurais dû. Je ne sais pas, Bella. Je ne sais pas. Il a raccroché. Je ne sais pas. C'était mon père. Au milieu de la plus grande explosion de l'histoire de notre famille, il ne savait tout simplement pas. C'était un fantôme. Il était aussi invisible que moi, mais il l'avait choisi. J'ai cliqué sur le dernier texto. C'était d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Léanore, la mère de Noah. Merci. Tu as bien fait. Ne t'engage pas avec eux. Sois en sécurité. J'ai fixé ce texto. Merci. Tu as bien fait. Une ligne de vérité d'une étrangère. Cela valait plus que 29 ans de mensonges de ma propre famille. L'effondrement était réel. Mais ce n'était pas moi qui étais enseveli sous les décombres. C'était moi qui avais enfin rampé dehors. Je ne suis pas rentré chez moi. Pas tout de suite. Je suis resté sur le parking de cette station-service pendant, je ne sais pas, longtemps. J'ai relu le message d'Éléanore. Tu as bien fait. Je voulais la croire. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau message vocal. Tante Karen, deuxième partie. J'ai soupiré, mais j'ai cliqué. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de connaître le reste de l'histoire. Bella, a-t-elle crié comme si aucun temps ne s'était écoulé. Tu ne réponds pas. Ta mère est. Elle. Ils ont dû lui donner un truc, une pilule pour la calmer. Et tu ne vas pas croire ce qui s'est passé après. J'ai baissé le volume. Elle criait toujours. Après Noah, après Kill, tu sais, et les papiers étaient partout. Chloé, elle t'a blâmé. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle s'est levée. La voix de tante Karen était maintenant un murmure aigu et bavard. Sa robe était. Oh. Elle était ruinée. Du mascara partout. Elle ressemblait à une folle. Et elle a pointé du doigt. Elle a pointé du doigt la porte où tu es parti et elle a hurlé, Bella a fait ça. Elle l'a planté. Elle a toujours été jalouse.
Elle essaie de ruiner ma vie. Tante Karen a pris une inspiration. Et Bella, ta mère, elle. Elle a tout de suite sauté le pas. Elle a couru vers Chloé. Et elle était. Elle était d'accord avec elle. Elle a dit, oh, Chloé, ma chérie, nous savons tous que Bella peut être difficile. Elle est. Elle ne va pas bien. Bella, elle a dit que tu n'allais pas bien. Elle allait. Elle allait te jeter directement sous le bus pour sauver la scène. J'ai ressenti un coup de froid aigu. Ma propre mère. Même alors, même avec la vérité étalée partout dans la pièce, partout sur Internet, probablement. Son premier, dernier et unique instinct était de protéger Chloé. Même si cela signifiait me sacrifier, elle ne va pas bien. Mais alors Bella, la voix de tante Karen était pleine de drame. C'est la partie la plus folle. La mère de Noah, Eleanor, cette femme. Elle est de glace, Bella. De la glace pure. Elle s'est avancée. Elle s'est interposée entre ta mère et Chloé. Et elle. Elle a levé la main et elle a dit, arrêtez. Arrêtez simplement. Et ta mère, elle. Elle s'est arrêtée. Elle a juste fermé la bouche. Et Eleanor, elle a regardé Chloé et elle a dit, j'ai reçu ces messages exacts anonymement il y a des semaines. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Tante Karen radotait. Et elle a dit, je ne voulais pas les croire. Je pensais que personne ne pouvait être aussi cruel, aussi calculateur. Alors Bella, elle a engagé un détective privé. La station-service est soudainement devenue très petite. L'air était épais. Eleanor savait. Elle savait, Bella. Tante Karen a hurlé, confirmant ma pensée. Elle savait tout? A-t-elle dit. Il l'a confirmé, chaque mot. Et elle a dit, nous vous donnions cette nuit, Chloé, une dernière chance. Nous espérions, prions, que vous montriez une once d'amour véritable pour mon fils. Au lieu de cela, vous nous avez montré exactement qui vous êtes. J'étais sans voix. Ce n'était pas ma bombe. C'était celle d'Eleanor. J'ai juste allumé la mèche. J'étais le catalyseur. J'étais la source anonyme. Non, attendez. Eleanor a dit qu'elle les avait reçus il y a des semaines. J'ai regardé le texto sur mon téléphone d'Eleanor. Merci. Tu as bien fait. L'a-t-elle envoyé à elle-même? Non, ça n'avait pas de sens. Anonymement, peut-être. Peut-être que je n'étais pas la seule à qui Chloé s'était vantée. Peut-être que Madison, la colocataire, avait une conscience. Peu importe. Le fait est que le règlement de compte était déjà en marche. Je ne l'avais pas commencé. Je l'avais juste terminé. J'étais là. Confirmation publique finale d'une vérité qu'il connaissait déjà. Et puis, Bella, tante Karen n'avait pas fini. Et puis ton père, je n'ai jamais. Il s'est avancé. Et ta mère a dit, chérie, s'il te plaît. Laissons. Partons. Et ton père. Il a posé une main sur son bras et il a dit, non, juste non. Je ne l'avais jamais entendu utiliser ce ton. Non. Arrête. Laisse-la y faire face. Le téléphone a failli me glisser des mains. Mon père silencieux, passif, invisible, l'homme qui regardait le sol. Non, laisse-la y faire face. Il ne l'a pas fait pour moi. Il ne me défendait pas. Il la laissait juste partir. Il lâchait enfin, après 29 ans, la corde. Il laissait Chloé et ma mère et toute la stupide mascarade toxique s'effondrer. Il a arrêté de jouer son rôle.
C'était le vrai règlement de compte. Cela, à sa manière, était plus choquant que l'annulation. Et puis Noah tente. Karen se calmait. Il a sorti d'autres papiers, Bella, de sa poche comme un tour de magie. Un horrible, horrible tour de magie. Et il les a mis sur la table des gâteaux et il a dit, ce sont des papiers d'annulation. Annulation, Bella. Et il a enlevé sa bague et il l'a mise sur le gâteau et puis il est juste parti. Le message vocal s'est terminé. Je suis restée assise dans le silence bourdonnant de la station-service, le règlement de compte. Ce n'était pas seulement celui de Chloé. C'était celui de ma mère. C'était celui de mon père. C'était le mien. La famille. Celle que j'avais connue. Elle était partie. Elle avait implosé. Chloé avait été exposée. Ma mère avait été réduite au silence. Mon père avait parlé. Et moi, j'étais assise dans une station-service à la frontière avec une bouteille d'eau et un texto d'une femme qui comprenait. J'ai posé mon téléphone. J'ai démarré la voiture. Je savais avec une certitude aussi claire que l'air froid de la nuit que je ne rentrerai plus jamais à la maison. Pas à cette maison. J'ai passé la vitesse et je me suis engagé sur l'autoroute. En direction du sud, en direction de ma maison, Boston. Au moment où j'ai atteint l'autoroute, le cri s'était estompé au loin. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des appels de maman. Des messages de proches. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À l'aube, je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant le soleil se répandre sur le port de Boston. Le même silence qui signifiait autrefois le rejet ressemblait maintenant à la liberté. J'ai murmuré à mon reflet dans la vitre. Je n'ai pas gâché sa journée. Elle l'a fait. Et pour la première fois, je l'ai cru. Si vous avez déjà été poussé dans le couloir de l'histoire de votre propre famille, dites-moi d'où vous regardez. Parce que parfois, s'éloigner est la forme de justice la plus bruyante.